Bonsoir, merci beaucoup de votre invitation et de votre accueil. Je suis très heureux et flatté d'être avec vous ce soir. Bon, vous êtes manifestement un peu maso, puisque je vais vous dire des choses plutôt désagréables pendant 1h30, mais j'espère qu'on arrivera quand même à identifier quelques îlots d'espoir et d'amour dans cette situation plutôt tragique. Alors, pour le dire clairement, et de façon, comme toujours, un peu provocatrice, je crois qu'il n'y a pas de problème climatique. Parce qu'en fait, ce serait au-delà de l'euphémisme ou de la litote, ce serait une véritable imposture de le dire simplement ainsi. Il n'y a pas non plus de 6e extinction massive. Il y a en réalité la première extermination drastique et délibérée de la vie sur Terre. C'est donc pire encore. Alors, nous ne voyons que ce qui se passe à nos portes. Et ce n'est évidemment pas fondamentalement nouveau. Les 50 millions de morts, le chiffre exact est très difficile à connaître, je réfère à celui de Chomsky, vraisemblablement engendré par le néocolonialisme occidental depuis la Seconde Guerre mondiale, ne nous ont pas vraiment empêchés de dormir, hélas. Et il est manifestement un peu triste que nous découvrions aujourd'hui l'existence de toute cette altérité humaine, animale, végétale, alors même qu'elle est en train de disparaître. La superprédation qui fut la nôtre, qui est la nôtre, n'a pas pu être endiguée au nom des dégâts qu'elle causait à la majorité des êtres vivants de cette planète. Elle est aujourd'hui en train de devenir suicidaire pour ceux-là même qui en sont les coupables. La question est, cela suffira-t-il à y mettre fin? Alors commençons, si vous le voulez bien, par un petit bilan, un bref état du monde du point de vue du prisme écologique qui nous intéresse ce soir. Je commence par l'information qui me paraît la plus essentielle de ces derniers mois, ces dernières années, de ce dernier siècle, peut-être de ce dernier millénaire. Elle montre qu'en une seule décennie, dans la branche du vivant qui comporte le plus d'espèces et le plus d'individus, la biomasse a chuté de 67%. C'est un chiffre littéralement apocalyptique. Ensuite, on peut noter que la moitié des points dits de non-retour, du point de vue de l'urgence climatique, ont d'ores et déjà été atteints, et ils ont été atteints beaucoup plus vite que ce qui était prévu dans le pire des scénarios imaginés par les scientifiques spécialistes. Aujourd'hui, mes collègues, chercheurs, sont littéralement désespérés. Ils ne savent plus comment le dire. Une récente méta-analyse portant sur 13 000 articles de biologie de la conservation montre que la vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination. Les animaux, employons les mots justes, ne disparaissent pas, ils sont tués. Ce n'est pas la même chose. Certains naturalistes évoquent, je cite, un anéantissement biologique majeur. En 40 ans, 400 millions d'oiseaux ont disparu du ciel d'Europe, vraisemblablement un peu plus d'1 milliard aux États-Unis. 60% des populations d'animaux sauvages ont périclité, 80% des insectes volants ont été tués en Allemagne, et les grandes espèces de poissons d'eau douce ont vraisemblablement décliné de 88%. Ce sont des chiffres de cataclysme, ce n'est pas, comme le disent certains négationnistes, une peur de l'avenir, c'est un bilan sur ce qui vient déjà d'avoir lieu. Ce sont des données incontestables. Je ne suis pas là dans la projection, je suis là dans l'analyse de ce qui est connu. 1 million d'espèces sont, et j'entre maintenant dans la projection, menacées à très court terme. 1 000 milliards d'animaux marins meurent chaque année, eu égard à la pêche et à la surpêche industrielle, via des navires qui parcourent tous les ans 35 000 fois le diamètre de la Terre. Les humains, et je trouve que ce chiffre résume presque tous les autres, représentent 0,01% des vivants sur Terre, mais sont à l'origine de 85% des morts depuis le début de l'ère industrielle. Nous perdons, dans mon pays, en France,
entre 1 et 3 départements d'espaces vierges tous les 10 ans. Comme vous le savez, la France ne compte pas 10 000 départements. Autrement dit, ça ne va pas pouvoir durer très longtemps à ce rythme. On estime à l'échelle globale que seuls 20% des terres émergées n'ont pas été drastiquement impactées, négativement j'entends, par la présence et l'activité humaine. Alors en bon scientifique, nous pouvons douter de tout. Le scepticisme est une vertu en science. Et on peut donc imaginer que le réchauffement ne soit pas d'origine anthropique, qu'il ne soit pas dû à l'homme. Et on peut quantifier la probabilité qu'il en soit ainsi. Elle est de 0,00005%. C'est un chiffre, convenez-le, un peu mince pour parier dessus notre avenir commun. La part des humains qui seront soumis à des canicules potentiellement mortelles de plus de 20 jours s'élèvera à 74% de la population à la fin du siècle. Je ne parle pas là d'inconfort, je parle là de risque vital. Officiellement, 44 pays sont d'ores et déjà, aujourd'hui, en situation de stress hydrique fort ou extrême. La très prudente et modérée ONU évoque maintenant, je cite, une menace existentielle directe, en rappelant que les objectifs que nous nous fixons sont très inférieurs à ce qui serait nécessaire et que pourtant, nous sommes très loin d'atteindre ces objectifs pourtant beaucoup trop modestes. Autrement dit, un double différentiel est en train de se créer. Le régime de croissance exponentielle de l'utilisation des ressources dans lequel nous nous trouvons actuellement est ce qu'on nomme dans mon domaine, en physique, une instabilité. Une instabilité, c'est un état qui conduit presque nécessairement au crash du système qui se trouve y être soumis. Nous sommes donc en train d'organiser le crash du système vie sur la planète Terre. Le dégel du permafrost, pergélisol, est manifestement 50 fois plus rapide que prévu, et le méthane qu'il libère est 20 fois plus efficace que le dioxyde de carbone du point de vue de l'effet de serre. De plus, il libère des agents pathogènes que l'on pensait éradiquer. L'océan de plastique fait 3 fois la taille de la France et à ce jour, sa masse est toujours en augmentation exponentielle. Au rythme actuel, la production de déchets va augmenter de 70% dans les 30 prochaines années. Et si l'on en reste aux données rationnelles factuelles, rien ne permet de penser que ceci sera infléchi. Chaque année, 80 000 km² de forêts disparaissent. Ces années risquent de voir empirer ce chiffre. Les forêts primaires vont vraisemblablement s'éteindre dans la prochaine décennie, c'est-à-dire à très court terme, du Paraguay, du Laos et de la Guinée équatoriale. Il ne reste, et je crains qu'il ne faille revoir ce chiffre à la baisse, que 46% des arbres que la Terre comptait avant que l'humanité se lance dans l'agriculture, il y a 12 000 ans. La fonte des glaciers de montagne est tragique parce qu'elle va donner d'abord beaucoup trop d'eau douce et ensuite beaucoup trop peu à environ 2 milliards d'humains qui en dépendent directement. Et de plus, ces glaciers, ainsi que le pergélisol, contiennent des quantités colossales de mercure, environ 800 000 tonnes, qui seront déversées dans l'eau qui était jusqu'alors potable. Pendant l'été dernier, vous avez noté qu'environ 3 millions d'hectares de forêts sibériennes sont partis en fumée, tandis qu'en une seule journée, 11 milliards de tonnes de glace fondaient au Groenland. Et tout récemment, pour ne pas dire en ce moment même, ce sont 8 millions d'hectares qui sont en train d'être pulvérisés en Australie, avec plus d'1 milliard d'animaux morts, sans compter les très nombreux invertébrés qui pourtant font manifestement partie des habitants de cette planète. C'est une bien tragique pyrolyse à laquelle nous sommes en train de soumettre le monde. En Europe, la pollution tue, et j'ai vérifié moi-même ces chiffres dans des journaux spécialisés parce qu'ils étaient remis en cause par les négateurs, je dis donc la pollution tue environ 800 000 personnes par an. Ce sont des chiffres absolument astronomiques, presque incroyables, et pourtant médicalement
acté. Chaque année, 89 millions d'humains supplémentaires doivent être nourris, alors que 40% de la production alimentaire mondiale est hélas gaspillée. Denis Meadows, l'auteur du célèbre rapport du MIT qui, dès 1972, prévoyait la situation actuelle du monde, a récemment déclaré « De tous les scénarios envisageables, c'est clairement celui de l'effondrement qui l'emporte. » Bien, voilà où nous en sommes. Alors pourquoi ? Pourquoi en sommes-nous effectivement arrivés là ? Je crois qu'il est très important de rappeler que si on se focalise sur les causes qui sont à l'heure actuelle connues, à ce stade, ce n'est pas le réchauffement climatique qui est le grand coupable. Je le répète, non pas bien sûr pour laisser entendre qu'il n'y a pas d'urgence climatique, il y en a une, mais pour ne surtout pas laisser entendre que c'est là l'unique problème, que c'est là que tous nos efforts doivent être concentrés. Ce que je veux dire, et il faut absolument l'intégrer, c'est que quand bien même la température n'augmenterait pas d'1 degré, ni même d'un dixième de degré, nous serions quand même dans la 6e extinction massive. Donc il ne faut surtout pas croire que le réchauffement climatique est le maître mal, il est un mal parmi beaucoup d'autres dans cet effondrement de la vie sur Terre. Je dirais qu'aujourd'hui, le pire, c'est vraisemblablement la fonte des espaces de vie. Les vivants non humains, et d'ailleurs un certain nombre d'humains, j'y reviendrai, n'ont tout simplement plus de lieu pour vivre. Et donc ils meurent. C'est aussi simple que cela. C'est notre hypercolonialisme qui est la première cause de la désaffection de la vie sur Terre. En 2 décennies, l'Afrique a perdu 15% de ses territoires vierges, l'Amérique du Sud en a perdu 30%, ce sont des chiffres gigantesques, et la tendance est aujourd'hui à l'accélération. Le deuxième problème majeur, c'est la surexploitation, et en particulier la pêche. Vous savez que maintenant les navires utilisent des radars et même des observations satellitaires qui anticipent sur les déplacements des bancs de poissons. Les poissons n'ont littéralement plus aucune chance. Les recommandations de l'OMS de manger 2 ou 3 fois du poisson par semaine sont amusantes, mais si les humains les appliquaient, en quelques années, les océans seraient vides. C'est une recommandation qui est auto-contradictoire. Et accessoirement, même si, souvenons-nous-en, le grand philosophe français Gilles Deleuze aimait à rappeler que les poissons ne criaient pas, il est tout de même bon de savoir que lors de la remontée des filets, ce qui advient à ces pauvres créatures n'est pas très enviable. Les plus chanceuses d'entre elles mourront avec les yeux exorbités, l'estomac et l'intestin arrachés qui ressortent par la bouche, la vessie natatoire qui explose, tandis que les moins chanceuses mourront très lentement, asphyxiées contre leurs congénères. Il y a bien sûr, dans les causes majeures, l'agriculture intensive. 98% des pesticides utilisés atteignent une autre cause, une autre destination que leur cible explicite. Rien qu'aux États-Unis, on estime qu'ils tuent 62 millions d'oiseaux par an, et ils touchent aussi bien sûr les humains, avec des conséquences létales via des maladies congénitales et des cancers, entre autres. L'effet, bien sûr, est pire encore sur les enfants. Dans le moyen terme, une cause majeure d'effondrement de la vie deviendra effectivement le réchauffement climatique. Nous y reviendrons, mais il n'est pas à ce stade notre plus gros problème. En tout cas, il n'est pas le seul. Alors, il est étonnant de constater que depuis 1 an ou 2, que cette problématique, pourtant bien connue depuis 40 ans de tous les spécialistes, est entrée dans l'espace public, a fait effraction dans la sphère médiatique, les réactions ont été étonnantes. J'ai noté un déchaînement des forces de réaction. Un biocide est aujourd'hui en cours. Moi, j'aimerais nommer ça une zoélyse, mais c'est la même idée. La vie s'effondre sur Terre. Mais ce qu'on voit apparaître dans une grande partie de la presse, ce sont des articles qui tentent de se focaliser sur l'écologie, non pas pour l'encourager, mais pour la dénoncer et s'assurer que surtout, quoi qu'il en coûte, rien ne change. Alors, ce n'est pas unanimement vrai. Certains grands médias jouent leur rôle. Ils informent et il faut les en féliciter. Mais la situation est très clivée
Et je dirais que d'autres journalistes, si on peut les nommer tels, tirent à balles journalistiques réelles sur les lanceurs d'alerte et sur ceux qui tentent de montrer la catastrophe en cours. Alors pendant 40 ans, c'est un peu moins que mon âge, j'ai vu ça, on a moqué les écologistes. Nous étions des doudingues, des rêveurs. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous avions raison. Hélas, nous avions raison. Alors, les négateurs changent leur fusil d'épaule. Et aujourd'hui, ils nous reprochent, non pas d'avoir tort, parce que ce n'est plus possible, mais ils nous reprochent d'être dictateurs en puissance. C'est assez amusant, n'est-ce pas ? Nous n'avons aucune ambition politique, en tout cas en ce qui me concerne, aucune ambition mercantile, nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas de lobby, nous énonçons des vérités scientifiques consensuelles et nous serions les dictateurs en puissance. Ça serait drôle si la situation était moins tragique. Alors les climato-sceptiques et autres forces de réaction se sont effectivement couverts de ridicule. Bon, très bien, mais il n'en demeure pas moins que l'hostilité est toujours de mise. Et je crois qu'ils n'ont fondamentalement pas compris l'enjeu. Ils n'ont pas compris l'enjeu, parce que lorsqu'il y aura, comme l'annonce l'ONU, entre 200 et 600 millions de réfugiés climatiques dans 30 ans, il est effectivement probable que des régimes littéralement dictatoriaux soient mis en place. Et alors, je parie que nous ferons paradoxalement appel, pour les contrer, aux mêmes forces de réaction qui aujourd'hui participent à l'établissement de ce phénomène. L'histoire, manifestement, sous ses pires travers, est en train de se répéter. Alors soyons clairs, ça n'a aucune importance que les lanceurs d'alerte ne soient pas aimés, que Greta ou d'autres, et parfois moi-même, soient moqués, cela n'a aucune importance. Les attaques ad hominem relèvent toujours d'une forme de bêtise radicale. Mais on ne vous demande pas de l'affection ou de l'admiration. Ce n'est pas du tout le problème, nous n'avons rien à vendre. Ce qu'on vous demande, c'est de cesser de faire les sales gosses et d'écouter les données scientifiques sérieuses. Alors, oser qualifier les lanceurs d'alerte, et en particulier Greta, de gourous apocalyptiques, alors qu'ils rappellent l'évidence scientifique contre les chantres de la religion irrationnelle de la croissance, il fallait l'oser, ils l'ont fait. Bon, en un sens, c'est presque bon signe, parce que, littéralement, c'est un peu la panique chez les négateurs. Nous avons donc visé juste. Mais il faudrait aujourd'hui, au-delà de ces querelles un peu infantilisantes, des alliances, des connivences, des solidarités impromptues, nouvelles, fondamentales, puissantes, face aux désastres en cours. Et ce n'est pas du tout ce qui se profile. Dans la dernière année, par exemple, plus de 200 militants écologistes ont été tués dans le monde, précisément pour leurs convictions. Alors, ce qui est compliqué avec l'engagement écologique et social, c'est que nous avons affaire à des gens extrêmement radicalisés. Je ne parle pas des militants d'Extinction Rébellion, soyons bien clairs. Je parle de leurs opposants. Je parle des chantres de la finance et de tous ceux qui préfèrent leur argent à leur enfant. Je parle de ceux, nombreux, puissants, relayés, qui parviennent à nous faire croire que défendre la vie est une position extrémiste. Ce sont nos ennemis. Ils sont radicalement dangereux. Ils le sont infiniment plus que ceux qui bloquent pendant quelques heures un centre commercial. Alors, les causes, je crois que ce sont aussi nos mauvaises questions. Par exemple, est-il trop tard ? Je l'entends 10 fois par jour, cette question. Croyez-vous qu'il soit trop tard ? Mais elle n'a aucun sens. Il faut finir la phrase. Trop tard pourquoi ? Trop tard pour que tout aille bien ? Ah oui, ça c'est sûr, il est trop tard. Trop tard pour que la vie perdure, sous une forme ou sous une autre ? Bien sûr que non. Cette question n'a littéralement aucun sens. La seule question qui vaille est « jusqu'où sommes-nous prêts à aller ?» C'est uniquement ça qui est signifiant. La deuxième mauvaise question fondamentale, c'est celle de la réversibilité. Peut-on revenir en arrière ? Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'êtres vivants sensibles ? On parle de mort. Les morts sont morts. On ne peut par définition pas revenir en arrière.
Oui, la population mondiale s'est repeuplée après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce pour autant un détail dans l'histoire? Évidemment non. Évidemment non. Ce n'est pas parce qu'on peut éventuellement, dans certains cas minoritaires en ce qui concerne l'écologie, inverser le processus, que l'infinité des souffrances aujourd'hui endurées doit être passée sous silence, amoindrie ou relativisée. Alors que faire? D'abord être honnête. Être honnête, c'est dire de façon explicite, nous n'allons pas dans la bonne direction. Voilà. Nous n'allons pas dans la bonne direction. Le trafic aérien bat des records. J'ai participé à une émission de radio avec Yann Arthus-Bertrand, et je crois qu'il a dit quelque chose comme, vous vous rendez compte, il y a eu 2000 vols dans la même journée. Et le journaliste a repris en disant, non, je crois que c'était 20 000 vols dans la même journée. Eh bien, permettez-moi de vous dire que c'était 200 000 vols dans la même journée. Nous en sommes là. Et ce sont des chiffres tellement aberrants que nous ne pouvons pas même littéralement les croire. Airbus s'enorgueillit de revoir à la hausse ses prévisions de vente avec 39 000 appareils prévus d'ici 2039. La production de plastique a doublé depuis l'an 2000. 91% des déchets ne sont pas recyclés. On a passé la barre des 75% de terres endommagées par l'homme. Les zones mortes océaniques ont quadruplé depuis 1970. La consommation de viande est repartie à la hausse en France. Soyons clairs, soyons honnêtes, nous n'allons pas dans la bonne direction. Finalement, quelle a été la conséquence factuelle au-delà des tergiversations réelles, majeures, de la canicule de cet été? On a tous eu très chaud, n'est-ce pas? On a tous pleuré la forêt amazonienne. Quelle a été la grande conséquence? Le décuplement des ventes de climatisation. Voilà ce qui s'est passé. Voilà les conséquences que nous tirons du désastre qui est en cours. Et je vous fais une fois de plus remarquer que ces climatiseurs sont particulièrement vicieux, puisque non seulement ils participent bien sûr au réchauffement climatique de par leur consommation, et ils participent aussi à masquer le réchauffement climatique à ceux qui en sont les principaux acteurs. Alors permettez-moi de prendre quelques petits exemples dans l'actualité de ces derniers jours. Dans mon pays, en France, une réforme des retraites est en cours. Elle est problématique et elle montre à elle seule que rien n'a été compris. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a dans cette évolution l'idée qu'il faut travailler plus longtemps, donc produire davantage, donc précipiter le suicide environnemental. Nous n'avons toujours pas intégré le fait qu'une société riche et mature, comme devrait l'être la nôtre, a comme conséquence évidente de pouvoir dégager du temps pour vivre, pour aimer, pour s'amuser, pour penser, pour créer, pour réfléchir. Et c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer, travailler encore plus, ce qui signifie aujourd'hui non pas être plus riche, peut-être à la marge, mais ce qui signifie avant tout précipiter la chute. Deuxièmement, les calculs faits par le gouvernement sont faits sous hypothèse de croissance. Autrement dit, sous hypothèse quasi littérale de fin du monde. Mais à quoi bon réfléchir sur les retraites dans 40 ans si on continue sur le rythme actuel? Ça n'aura aucun sens. On n'en sera plus du tout à ce niveau de détail. Autrement dit, on indexe aujourd'hui la capacité des vieilles personnes à vivre décemment au fait qu'elles vont pourrir l'avenir de leurs petits-enfants. C'est particulièrement pervers. Troisièmement, il s'agit dans cette réforme d'induire subrepticement un déplacement indirect, j'en conviens, vers le recours aux fonds de pension qui, manifestement, investissent à ce jour massivement dans des produits toxiques, aussi bien du point de vue financier que du point de vue environnemental, et qui participent à rendre les entreprises invivables. On sait tous que beaucoup de patrons aujourd'hui expliquent que quand bien même ils voudraient rendre ce monde du travail sensé, ce n'est plus possible, parce que les véritables gouvernants ne sont plus les patrons, ce sont les fonds de pension et les actionnaires cachés qui exigent des taux de retour sur investissement littéralement intenables dans une vision humaine de l'entreprise. Nous n'allons donc pas, très clairement, dans la bonne direction. Nous n'avons toujours pas compris le problème. Ce qui est proposé aujourd'hui est perdant-perdant. C'est une vision comptable et gestionnaire du monde, qui est intrinsèquement bête,
mais qui est d'autant plus stupide qu'aujourd'hui nous avons la certitude qu'elle nous mène au suicide. Donc soyons explicites, je crois que ce n'est pas seulement insuffisant et ce n'est pas seulement un peu benêt, c'est littéralement très grave. Deuxième exemple, nous sommes, alors cette fois ce n'est pas seulement la France, c'est toute l'Europe, en train d'attribuer les fréquences pour la fameuse 5G, nouvelle génération de téléphonie mobile. Bon, on sait aujourd'hui, premièrement, que cette surmultiplication du numérique a des conséquences globalement négatives sur la santé intellectuelle de nos enfants et sur les interactions sociales. Deuxièmement, un équipement 5G semble consommer à peu près 3 fois plus qu'un équipement 4G. Troisièmement, avec la 5G, il faudra vraisemblablement 3 fois plus de sites qu'avec la 4G. Quatrièmement, des milliards de nouveaux téléphones vont évidemment être fabriqués à cette fin, être compatibles avec le nouveau standard, ce qui coûtera 3 fois plus d'énergie que leur fonctionnement. Cinquièmement, des problèmes de cybersécurité vont se poser puisque les protocoles ne seront plus adaptés au nombre de points d'entrée qui vont apparaître. Sixièmement, pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer, la fracture numérique en sera vraisemblablement creusée. Et enfin, septièmement, la bande à 26 GHz va vraisemblablement perturber les satellites météorologiques, dont l'importance est d'autant plus grande que nous sommes en situation de désastre climatique. Mais personne dans les hautes sphères, personne ne s'interroge sur la légitimité de la 5G. Il faut le faire, parce que c'est la course. On ne doit pas être perdant dans cette course. Eh bien moi, je vous le dis, je crois qu'il faut perdre cette course, et il faut être fier de la perdre. Il faudrait s'enorgueillir de ne pas courir dans cette course au suicide. Ça n'a littéralement aucun sens. Parce qu'évidemment que quand elle sera là, on s'en servira. Moi aussi, j'ai un smartphone, et moi aussi, je me connecterai au réseau qui fonctionne. Bien sûr qu'une fois que l'outil sera en place, nous l'utiliserons. C'est inévitable. Mais là, je crois que ne pas même se poser la question, alors que c'est l'exemple archétypique d'une folie qui ne répond à aucun besoin réel, on peut déjà regarder des films en streaming, en direct sur son téléphone portable. C'est déjà pas mal quand même. Mais non, il faut aller au-delà parce que tout le monde y va, donc je dois y aller aussi. Un jour, j'ai critiqué la 5G sur Twitter avant de fermer mon compte parce que Twitter, c'est l'horreur absolue, parce que la pensée en 240 caractères, ça n'existe pas. Mais c'est vraisemblablement le tweet que j'ai fait qui a le plus suscité d'indignation. Critiquer la 5G, alors là, j'étais vraiment presque contre l'humanité, quoi. Contre le progrès, contre la pensée, contre la vie. La vie, c'est la 5G. Si on en est encore là, les amis, c'est vraiment mal parti. Alors, je crois qu'il faut faire face à une question essentielle, c'est celle de la liberté. Parce que c'est un reproche qu'on fait de façon récurrente aux écolos, ils sont liberticides. Écoutez, soyons un peu sérieux. Soyons juste sérieux. Tout n'est pas compatible avec tout. Voilà. Ce n'est pas mon désir, c'est un fait. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, c'est comme ça. Tout n'est pas compatible avec tout. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est simplement de hiérarchiser nos priorités. Si rouler en 4x4 en ville est plus important pour nous que la santé de nos petits-enfants, soit. Mais il faut le dire et il faut l'assumer. Voilà. C'est ça qui est fondamental. Et je crois qu'il faut cesser de faire semblant de jouer les vierges effarouchées dès qu'on parle de liberté. Heureusement que nos libertés sont endiguées. Nous n'avons pas le droit de tuer, de violer, de torturer, tant mieux, tant mieux. Pourquoi a-t-on le droit de pourrir, de détruire, d'interdire l'avenir de nos enfants? Cette question mérite d'être posée. D'autant plus que je suis convaincu qu'un certain nombre de lois cadres permettraient en réalité d'ouvrir de nouvelles libertés. Parce que bien sûr, s'ensuivrait un apaisement de notre rapport au vivant qui, in fine, jouerait vraisemblablement dans le cadre de beaucoup plus d'ouverture et de possibles réinventés. Bien. Alors, que faire? Bon, je ne sais pas en fait, mais je peux réfléchir avec vous. Et je vois différents modes d'action envisageables. Premièrement, politique. Alors écoutez, on m'a demandé plein de fois, si vous étiez président de la République, vous feriez quoi? D'abord, je ne le suis pas, je ne le serai jamais. Le président se fout de ce que je dis, ça ne l'intéresse sans doute pas du tout. Donc je ne réponds pas à cette question parce que tout le monde sait
ce que sont les petites mesures immédiates qu'il faudrait prendre. Tout le monde connaît les réponses à cette question. Donc, éludons ces trivialités et venons aux choses un peu plus profondes. Ils ne se rendent pas compte aujourd'hui. Ils ne se rendent absolument pas compte de l'ampleur du désastre. Ce qui est fait est essentiellement dérisoire ou ridicule, pour ne pas dire d'ailleurs, dans certains cas, obscène. Je crois que ce qu'il faut faire avant tout, c'est rendre les politiques sérieux. Ils ne sont pas sérieux aujourd'hui, pour l'essentiel. Les rendre sérieux, déjà, ça veut dire les libérer. Parce que quelques-uns sont honnêtes, et ceux qui sont honnêtes ont tendance à dire « Oui, mais je n'ai pas été élu pour mener un programme d'écologie radicale. » Ça, c'est vrai. Hein. Alors, parfois, ça ne les gêne pas trop, quand même, de faire des choses pour lesquelles ils n'ont pas été élus. Mais au moins, en principe, c'est un bon argument. Donc, je pense qu'il n'est tout simplement plus aujourd'hui envisageable que nous accordions le moindre crédit à un candidat ou une candidate qui ne ferait pas de l'écologie réelle, hein, pas du greenwashing, qui ne ferait pas de l'écologie réelle sa priorité. Un ou une telle politique serait simplement un imposteur. Un vivant qui nie la vie ne mérite simplement pas d'être écouté. Ça, je crois que ça devrait être notre ligne de base. Et surtout, il faut quand même être clair. La question aujourd'hui est politique. Elle n'est pas scientifique. Bien sûr, les scientifiques peuvent jouer un rôle à la marge, on peut faire venir un chevelu qui fait les lanceurs d'alerte, mais ce n'est pas moi qui vais changer le monde. Le problème, il est fondamentalement politique. Vous savez qu'en grec, c'est un mot qui a 3 déclinaisons, politékos, politéia et politiké, c'est-à-dire essentiellement l'organisation de la cité, l'institution et la pratique du pouvoir. Suivant ces 3 prismes, la question écologique est fondamentalement politique. Pourquoi? Parce que la question, c'est quel monde voulons-nous habiter? Ce n'est pas aux scientifiques de répondre à ça. Ce n'est pas aux scientifiques de répondre à cette question. Le véritable problème est que désirons-nous? Et là, il va falloir que nous commencions, je crois, à prendre nos responsabilités. Et je suis très inquiet, parce qu'aujourd'hui, le monde sait. Le monde sait, et nous élisons messieurs Trump, Johnson, Bolsonaro. Le Rassemblement national a été, aux dernières élections françaises, le premier parti. La violence policière, aujourd'hui en France, est littéralement sidérante. Je crois que l'espoir est mince. Si je ne me trompe, mais je n'ai pas encore étudié cette chose, il y a quelques jours, je crois que le Royaume-Uni a classé Extinction Rebellion sur une liste d'organisations quasi-terroristes, si j'ai bien compris. Il y a un problème politique qui est tout sauf un détail. Il me semble qu'aujourd'hui, l'option rationnelle est révolutionnaire. Alors, révolutionnaire, ça ne veut pas dire couper des têtes. Nous avons été gavés de violence et de brutalité jusqu'à la nausée. Personnellement, je n'ai aucun goût pour la brutalité. Il ne s'agit pas d'être revanchard. Même les pires climato-sceptiques, je ne leur en veux pas. Le but, aujourd'hui, n'est pas de montrer que nous avions raison. Le but, simplement, est de mettre à mal un système qui nous met nous-mêmes à mal. Je crois que l'absurdité a suffisamment duré. Voilà. On ne peut plus laisser le monde aux mains de psychopathes. Mais enfin, ces psychopathes, on les élit quand même. Hein. Donc c'est peut-être leur faute, mais c'est aussi la nôtre. Alors, dans des tweets délirants, on a vu il y a quelques jours le président américain accuser l'Iran de ce dont les États-Unis sont vraisemblablement coupables au centuple, mais personne n'est dupe. Tout le monde sait qu'il est simplement en train de déjouer les regards de son impeachment. Mais c'est pas grave, on se dit, après tout, il a le pouvoir de le faire. Non, mais il n'a aucun pouvoir. Nous l'avons choisi. Ce sont des pantins. Donc il faut quand même, je crois, qu'on se réapproprie un peu la force qui devrait être la nôtre. Parce que là, on joue quand même avec la vie des gens. Ce n'est pas simplement une petite bataille d'ego. Ce sont pas simplement... Les tweets en tant que tels, ils sont plutôt drôles, tellement ils sont bêtes. Mais le problème, c'est que derrière, il y a un avion qui se prend un missile. Et ça, c'est déjà beaucoup moins drôle. Et je vais vous faire remarquer que l'Europe n'est pas épargnée par ces vents de folie. Hein. Le mal n'est pas qu'ailleurs. C'est facile de critiquer M. Trump, mais enfin, on sait tous que ce ne serait pas très difficile de trouver des exemples similaires proches de chez nous. Notre manière d'être est fondamentalement irrationnelle. Et il est temps de comprendre que le costume-cravate ne suffit pas
à faire le sérieux réel. Au-delà de la dimension... Non, mais il peut l'être. Hein. Je ne suis pas raciste, anti-costume-cravate. Hein. Ce n'est pas la question. Je dis juste que ce n'est pas une condition, c'est une condition ni nécessaire ni suffisante. Voilà. Ce n'est pas non plus incompatible. Hein. Il y a des gens en costume-cravate qui sont très bien. Peut-être. Bon. Alors, deuxièmement, il y a une question d'éthique individuelle. Voilà. Alors, éthique individuelle, bon, je le redis, c'est trop facile d'en rester là. Hein, les politiques qui veulent nous faire croire, mais après tout, nous sommes libres, nous, en Occident, on fait ce qu'on veut, donc on n'a qu'à bien se tenir. Non, il y a un problème systémique, il ne peut y avoir de solution que systémique. C'est du bon sens. Donc l'éthique individuelle n'est pas la solution drastique, déterminante, fondamentale et durable à ce problème. Mais quand même, elle peut aider. Elle peut aider parce qu'il faut accompagner la révolution souhaitée dans le macrocosme par une révolution nécessaire dans le microcosme. L'histoire montre que c'est indispensable, ne serait-ce que du point de vue heuristique. On peut, par exemple, fustiger les entreprises les plus nocives. On peut leur faire porter la responsabilité du mal. Très bien. Mais on n'est pas non plus obligé d'acheter ce qu'elles vendent. N'est-ce pas? Si le mot Amazon référait dans nos imaginaires à des guerrières impétueuses ou à un fleuve d'Amérique du Sud, ça serait peut-être plutôt pas mal. Voilà. Et ça, c'est quand même aussi notre responsabilité. Alors, on peut dire qu'on aime la vie, on peut tous se prendre par la main et clamer qu'on aime la vie, on va tous être d'accord là-dessus, mais, excusez-moi de le dire, si on mange de la viande à tous les repas, c'est un peu contradictoire. Et ça, c'est un peu notre responsabilité. Vous savez que la suralimentation carnée est dramatique à l'échelle individuelle. Aujourd'hui, l'OMS considère que ça induit une surmortalité de 7 à 14% environ. Elle est dramatique à l'échelle humaine globale parce qu'elle est incroyablement inefficace, au sens où il faut beaucoup de calories végétales pour produire une calorie animale. Et donc, en décidant de se nourrir par des calories animales, on décide de fait que des hommes vont mourir de faim. Elle est problématique en termes d'émissions de dioxyde de carbone, puisque c'est une des industries les plus polluantes de la planète. Et elle est évidemment problématique en termes d'éthique animale, puisque non seulement les conditions d'abattage, comme révélées par des associations comme L214, sont dramatiques, mais ce qui est pire encore, c'est que bien souvent, les animaux d'élevage n'ont pas même eu de vie avant cette mort tragique. 95% des mammifères aujourd'hui en biomasse sur Terre, c'est de la viande d'abattage. Il faut arrêter de montrer aux enfants dans les livres des écureuils, des souris, des biches. Ça n'existe plus tout ça. Oui, il y en a encore quelques-uns, on est bien d'accord. Mais si on voulait leur montrer de façon représentative, qu'est-ce que la vie sur Terre? C'est des vaches, des porcs et des poules dans des élevages industriels. Nous avons d'ores et déjà transformé la Terre en enfer pour la plupart des vivants qui s'y trouvent. Et puis je trouve aussi quand même que ça serait pas mal de sortir du « c'est pas moi, c'est l'autre ». Voilà. Ça suffit, quoi, ça. Les Américains considèrent que c'est la faute des Chinois parce qu'ils raisonnent en émissions totales, mais les Chinois considèrent que c'est la faute des Américains parce qu'ils raisonnent en émissions par habitant, auquel cas, évidemment, les Américains font pire. L'industrie automobile considère que c'est la faute du transport maritime parce qu'il pense en émissions de particules plus qu'en CO2, qui lui-même pense que c'est la faute du transport aérien, qui lui-même pense que c'est la faute de l'automobile, qui n'a même pas justifié parce qu'elle est intouchable. Bon, soyons clairs, nous sommes quand même tous, en tout cas ici, dans l'Occident contemporain, coupables de cette situation, moi le premier. Prenons nos responsabilités et cessons sans cesse de nous défausser. Nous sommes un peu, je trouve, des sales garnements dans une cour de récréation. Et pour en finir avec la Chine, d'ailleurs, je trouve particulièrement injustes les reproches qui lui sont faits, parce que je vous rappelle que l'Europe externalise sa production en Chine. Donc l'essentiel de ce que la Chine produit, en tout cas une bonne partie de ce que la Chine émet, elle l'émet pour le reste du monde. Donc c'est un peu trop facile d'avoir un bilan carbone assez bon en France, sachant qu'on fait fabriquer à l'extérieur les outils et les objets que nous utilisons. Donc là encore, assez d'hypocrisie, prenons nos responsabilités. Troisièmement, il y a la question démographique. Alors, elle est un peu pénible, celle-là. Elle est un peu complexe et elle demande, je crois, d'être un peu subtile. Bon. Un ancien chef d'État français a osé déclarer que le problème, c'était l'Afrique. Bon, c'est génial. Intégré sur 200 ans, le plus gros pollueur du monde, c'est l'Europe.
Intégré sur 100 ans, ce sont les États-Unis, intégré sur 10 ans, c'est la Chine, mais le problème, c'est l'Afrique. Bon, il fallait oser le dire, là encore, il a osé. Très bien. Bon, on comprend ce qu'il avait en tête. Ce qu'il avait en tête, c'est la démographie galopante. Je crois que c'est une mauvaise analyse. Je crois que c'est une mauvaise analyse pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans un régime de croissance exponentielle, de l'utilisation des ressources, si vous divisez, rappelez-vous de votre cours de maths de terminale, la normalisation de l'exponentielle par un facteur 2, disons, on serait demain 2 fois moins nombreux, ça ne change presque pas le moment où votre courbe exponentielle passe les points seuil. Donc finalement, on serait 2 fois moins nombreux en régime de croissance exponentielle de l'utilisation de ce que la Terre fournit. On changera quoi? De quelques années, les points de non-retour. Fondamentalement, ça ne résout pas le problème. Deuxièmement, je crois que ce n'est pas une bonne question parce que la démographie va vraisemblablement se stabiliser naturellement dans relativement peu de temps, d'après les spécialistes. Troisièmement, je crois qu'en faisant porter la responsabilité à la démographie, on se focalise sur une vision en termes de pérennité. Mais pérennité n'est pas légitimité. Ça n'a rien à voir. Et je crois que c'est un peu une manière de dire, lorsqu'on laisse entendre que le coupable est la démographie, finalement, si l'Occident était tout seul, il pourrait jouir encore un peu. Oui, peut-être, mais c'est un très mauvais argument du point de vue éthique. Et en plus, quand bien même on voudrait faire baisser la démographie, ce qui effectivement serait sans doute pas plus mal. Je crois que ce n'est pas le vrai problème, mais je reconnais qu'on serait un peu moins nombreux, on se porterait quand même globalement mieux. Et si donc on voulait que la démographie baisse, je crois qu'on connaît les leviers pour ça. Le premier, c'est une bonne sécurité sociale, le deuxième, c'est une retraite digne, le troisième, c'est une assurance chômage, le quatrième, c'est un accès à l'éducation. Ce sont les 4 ressorts qui font presque mécaniquement chuter la natalité parce que celle-ci cesse alors d'être une assurance. Assurance sur la vieillesse, assurance sur la maladie, assurance sur le chômage. Donc la connivence entre écologique et sociale n'est évidemment pas ici artificielle. Quatrièmement, il y a la dimension économique. Bon, ce n'est pas un détail. Alors, quand on pense économie et écologie, la réponse est presque toujours fiscalité. Alors, c'est vrai que la fiscalité, c'est ultra efficace. Vous montez les taxes, vous baissez les ventes. Voilà. Si on triple demain la fiscalité sur tout ce qui touche à l'aviation, c'est sûr, les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure vont s'effondrer. Donc oui, la fiscalité, ça fonctionne. Le problème de la fiscalité, c'est que c'est extraordinairement injuste. C'est que concrètement, si effectivement on augmente les taxes sur un produit, ce que ça signifie concrètement, c'est que les pauvres n'y auront plus accès, tandis que les riches y auront toujours accès. Donc on peut le faire, mais je crois que ce n'est pas une solution particulièrement recommandable. Bon, il faut vraiment un travail de fond. Il faut un travail extrêmement profond, c'est-à-dire une remise en cause du dogme délirant de la croissance perpétuelle dans un monde de taille finie. Je n'en reviens pas d'avoir encore besoin de le dire. Je n'en reviens pas. Mais tout à l'heure, j'ai lu, je ne le citerai pas, un brillant économiste qui écrivait la croissance est en baisse et tout le monde s'en fiche. Et il était scandalisé. Bon, moi, je lui ai répondu, mais je ne m'en fiche pas du tout, je m'en réjouis personnellement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont même pas encore compris qu'il fallait se poser la question. Vous voyez, c'est un peu comme pour la 5G. La croissance, c'est un mantra. Non mais attendez, aujourd'hui, c'est la première cause vraisemblablement d'effondrement du vivant. Donc il faut quand même réfléchir un petit peu avant de continuer à s'engouffrer dans cette brèche. Et tout dépend de ce qu'on appelle croissance. La croissance de l'amour, de la solidarité, de la créativité, de la connaissance, de l'appétence, de la recherche scientifique, de l'entraide, du partage, de l'exploration artistique, mais formidable. Formidable, moi je suis pour une croissance à 100%. Doublons chaque année, c'est très bien. Nous ne parlons comme problème que de la croissance du PIB, c'est-à-dire essentiellement de la croissance de la production. C'est la production qui tue. Voilà, ce n'est pas le PIB en tant que tel, c'est la production. Cette croissance-là se retourne manifestement contre nous. Ce qu'il va commencer à falloir comprendre, et ça je me suis rendu compte de ce problème il y a quelques mois en discutant, en intervenant à un forum économique, c'est que quand on nous dit, et on nous le dit très souvent, oui, monsieur Barrot, vous avez sans doute raison, mais vous savez, il y a des réalités économiques. La réponse est non. Non. Il y a des conventions économiques. Il n'y a pas de réalité économique. Les réalités économiques, c'est ce que nous décidons qu'elles soient.
Si on décide de changer les règles du jeu changent instantanément. Si moi je décide maintenant que la température de la Terre va baisser de 3 degrés, ça je ne peux pas. Ça c'est une réalité. La température du monde, c'est une réalité. Je ne peux pas la changer. La dette de mon pays, il suffit qu'on décide de l'annuler, elle est annulée. C'est terminé, ça se fait en 1 seconde. C'est totalement conventionnel. Alors arrêtons de nous gaver avec les réalités économiques. Elles n'existent pas. Ce sont des conventions entre humains. Si face à la fin du monde, au sens que j'ai explicité préalablement, c'est-à-dire à l'affaissement de la vie sur Terre, les humains ne sont pas capables de revoir leurs conventions, alors effectivement, tout est perdu. Changer un système contingent, qui est pourtant aujourd'hui connu comme étant extraordinairement inégalitaire et socialement insatisfaisant, nous semble la plupart du temps inenvisageable, inaccessible, inacceptable, alors même que nous découvrons ses effets létaux sur l'ensemble de la biosphère. Littéralement, c'est dingue. Je ne vois aucune autre manière de le dire. Alors c'est vrai que ça sera dur. Ça, c'est certain, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est vrai qu'il faudrait énormément de reconversion, qu'il y a des secteurs économiques entiers qui devraient disparaître, et il me semble indispensable d'envisager cela dans une logique de partage. C'est-à-dire que tous ceux qui vont souffrir de ces reconversions soient bien évidemment accompagnés, en particulier financièrement, par les autres. Autrement dit, il faudra mettre la main au panier. Ça, c'est vrai, ne le cachons pas. Mais enfin, c'est une question de survie. Je crois que là encore, on doit un peu prioriser. Alors, la question qui se pose invariablement dès qu'on parle d'économie, c'est « mais finalement, n'y a-t-il pas un problème fondamental avec le capitalisme ?» Alors ça, c'est un peu la question piège. Quoi que vous répondez, vous faites beaucoup d'ennemis face à cette question. Quoi que vous répondiez. Bon, probablement, il y a un problème avec le capitalisme. Sincèrement, le capitalisme vert, il faut être un peu naïf pour y croire. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas le capital en tant que tel qui détruit la vie sur Terre. Une entreprise autogérée par des salariés gentils et solidaires qui déversent du mercure dans une rivière, elle pollue, même si elle est autogérée par des ouvriers communistes. Il faut être un peu honnête quand même, soyons objectifs dans cette affaire. Moi, je crois que le vrai problème avec le capitalisme, c'est en fait qu'il me semble porter en son sein son propre principe d'illimitation. C'est ça le problème. C'est que c'est pratiquement impossible de trouver des régulateurs puissants. Et sans régulateurs puissants, on est mort. Et donc effectivement, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse sereinement, mais urgemment, à cette question sans dogmatisme. C'est plus une question URSS versus États-Unis. Soyons un peu raisonnables. Soyons un peu raisonnables. Il y a effectivement un problème à l'heure actuelle. Je n'en connais pas la nature exacte, mais il faut, sans aucun doute, s'attaquer aux piliers. Voilà. Cinquièmement, dimension symbolique. J'y crois beaucoup à ça. Je suis peut-être le seul d'ailleurs, parce que personne d'autre n'en parle, mais j'y crois énormément à la dimension symbolique. Je pense qu'elle est ultra puissante et qu'elle nous rend extrêmement actants. C'est important, les symboles. Nous sommes homo symbolicus. Nous sommes des êtres de symboles. Je crois qu'un retournement symbolique est possible et qu'il aurait des conséquences absolument majeures. Pourquoi ? Parce que dès qu'il est question d'autre chose que se nourrir, se loger, se soigner et quelques autres actions fondamentales, la grande majorité de ce qu'on fait, on le fait pour sa valeur symbolique, ou au moins en partie pour sa valeur symbolique. On le fait pour être aimé. On le fait pour être désiré. On le fait pour l'image que nous avons envie de donner de nous-mêmes. Et là, il y a un travail considérable à accomplir, dont la puissance est, je crois, considérable. Je pense qu'il est temps de ringardiser les attitudes de prédation décomplexées qui étaient jusqu'alors vues de manière plutôt méliorative. Bon, je prends quelques exemples caricaturaux. Franchement, qui aurait aujourd'hui envie d'aller passer ses vacances sur un yacht à Saint-Barth ? Non mais sincèrement, c'est l'horreur absolue, quoi. Moi, je trouve que symboliquement, c'est la loose intégrale, c'est le ridicule exacerbé. Si on vous le propose, je suis sûr que vous direz non. Non, oh là 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 là, celui qui me propose ça, non, c'est juste pas possible, c'est plus possible aujourd'hui. Qui aurait envie de s'amouracher d'un homme ou d'une femme d'affaires qui participe à la destruction de la vie, qui précarise ses salariés, qui œuvre pour construire un monde pauvre et manifestement agonisant, même si il ou elle est très riche.
Non, enfin, en termes d'image, je trouve que c'est catastrophique. On n'a pas envie d'aller avec ces gens-là. Qui voudrait encore, et là je prends un exemple un peu moins caricatural, voyager en train, par exemple, en première classe? Parce que ça veut dire quoi, voyager en première classe? Vous avez remarqué, il y a 30% de sièges en moins à peu près, donc 30% de wagons en plus pour le même nombre de voyageurs. Ça veut dire que je suis prêt à ce que mon train pollue considérablement plus pour avoir un siège un peu plus large. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas en surpoids, je n'en ai juste pas besoin, je me sens mal en première. Et les gens qui sont prêts à payer plus cher pour être sûrs qu'ils vont avoir un siège un peu plus large, pour pouvoir effectivement être 30% moins nombreux pendant 2 heures, je trouve ça un peu louche. J'en fais pas des monstres, hein. Moi-même, j'ai plein de défauts. Il ne s'agit pas de faire du shaming. J'aime pas tellement cette idée-là. Mais en termes d'image, je trouve ça un peu louche. Et c'est vrai pour tout le monde. Je n'échappe pas moi-même, bien sûr, à énormément de comportements qui sont précisément ringards. Mais je crois que quand j'aurai moi-même conscience qu'ils sont vraiment ringards, j'arrêterai vraisemblablement de le faire. Et ça, j'y crois quand même assez fortement. Même je vois, en 10 ans, par exemple, dans mon laboratoire, excusez-moi, je suis un peu personnel quelques secondes, moi je suis végétarien depuis 20 ans, et quand même, il y a 20 ans, il fallait le justifier. Ah bon, mais pourquoi? Alors j'inventais généralement que c'était pour raison de santé, parce que ça allait plus vite. Et aujourd'hui, dans mon groupe, au CNRS, il n'y a plus qu'une personne qui mange de la viande. Alors, personne ne le fait chier, on ne lui dit pas qu'il est méchant, on ne lui dit pas du tout que c'est un sale type, non, heureusement, on ne l'embête pas. Mais je sens que lui commence à se sentir un peu en demeure de s'expliquer. Je trouve ça bien, en fait. Je trouve ça bien que ce soit ceux qui occasionnent des dégâts qui se sentent un peu mal. Ça ne veut pas dire qu'on les aime pas, ça ne veut pas dire que c'est une faute grave. Non, mais il faut quand même que la honte change de camp. Voilà, pour le dire simplement. Franchement, comment ne pas avoir aujourd'hui plus d'admiration pour celles et ceux qui parviennent à enchanter l'ici, avec humilité, sans assujettir leur plaisir à la destruction de l'autre, sans indexer leur existence à une sorte d'inféodation de l'altérité, aux rapaces, sans scrupules et sans pensée. Je trouve que l'exemple des forêts qui ont brûlé l'été dernier, par exemple, est assez éloquent. Oui, ces incendies sont largement dus à notre folie, ils ne sont pas là par hasard, les spécialistes le dénoncent aujourd'hui, mais je crois que l'essentiel en termes symboliques, c'est de ne plus penser la forêt comme une simple ressource. J'ai lu plusieurs fois, l'été dernier, l'Amazonie brûle, le poumon de la Terre disparaît. Mais non, ce n'est pas un poumon. Si on dit ça, on n'a encore rien compris. On est en train d'assimiler une forêt à un organe qui remplit une fonction pour que nous puissions respirer. Non, la forêt, elle n'est pas là pour nous. Elle vaut en tant que telle. C'est ça, je trouve, la mutation symbolique qui est fondamentale. Quand la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé en France, tout le monde a compris que c'était triste, parce qu'une église est un peu plus qu'une église. Eh bien, il se trouve qu'une forêt est un peu plus qu'une forêt. Elle comporte effectivement des millions de milliards d'habitants, comme on vient de nous le rappeler, en Australie. Je suis d'ailleurs très heureux qu'on cite, au-delà des morts humains, qui sont évidemment tragiques, les morts animaux. Il y a quelques années, j'avais joué cet exercice, tout le monde s'était moqué de moi. Aujourd'hui, c'est une idée qui est entrée dans ce qui est dissible, ce qui est loisible d'entendre. Je m'en réjouis. Mais enfin, on apprend quand même quelques jours après que des dizaines de milliers de dromadaires vont être effectivement tirés par des snipers parce que, souffrant de soif, ils tentent de s'approcher des points d'eau. Donc, nous n'en avons quand même toujours pas tiré les leçons. Je vous fais aussi remarquer que quand les incendies australiens dévastaient les territoires aborigènes, on n'en parlait pas. C'est quand même quand les flammes ont commencé à lécher les faubourgs de Canberra que le monde a commencé à s'émouvoir. Alors, bien sûr, c'est dramatique parce que c'est vraisemblablement causé par le réchauffement climatique en partie, mais ce n'est pas la seule cause. Les arbres sont aujourd'hui fragilisés dans beaucoup de forêts. Ils portent de nombreux agents pathogènes qui les rendent plus sensibles, en particulier au feu. Et je crois, il faudra le démontrer, que ce n'est vraisemblablement pas par hasard que ces phénomènes adviennent aujourd'hui en Australie, là où justement la gestion de l'eau a été privatisée, là où justement le climato-négationnisme était aux commandes. Je cite une spécialiste universitaire de Marseille qui concluait une étude récemment publiée sur ces tragédies. Il faut lutter, bien sûr, contre le dérèglement climatique,
mais aussi et surtout contre l'idéologie occidentale qui veut soumettre et contrôler la nature. Sixièmement, il y a un ressort psychologique. Bon. Il semblerait qu'on ne se soucie pas de la fin du monde parce que ça ne génère pas beaucoup de dopamine. Incontestablement, c'est pas super sexy de s'imaginer en train de crever dans un incendie. C'est vrai. Mais enfin, de là à dire que notre cerveau il serait inapte, c'est quand même, je trouve, un raccourci qu'on ne peut pas se permettre. Il est vrai que la révolution qui serait nécessaire sera difficile, puisqu'elle jouerait contre nos intérêts à court terme. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire. Jamais un peuple n'est descendu dans la rue en disant « on veut moins ». Donc, j'ai peu d'espoir. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que, en fait, ce n'est une ascèse ou un manque que par rapport à des valeurs qui sont elles-mêmes construites et donc déconstructibles. Moi, je crois que nous ne voulons pas un retour en arrière. Nous voulons inventer un devenir radicalement autre. Et donc, l'essentiel, c'est de redéfinir nos imaginaires, nos attentes et nos désirs. Nous sommes finalement ceux qui, contraints par le monde lui-même, sont en demeure de réinventer le sens du monde. Et ça, sincèrement, je trouve que c'est plutôt excitant et que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, septièmement, il y a une dimension mythologique. Parce que, de même que nous sommes des êtres de symboles, nous sommes des êtres d'histoire. Nous avons besoin de mythes, nous avons besoin d'un nouveau récit. Nous ne savons pas habiter Gaïa sans nous raconter nos origines. Alors moi, en tant qu'astrophysicien, je pourrais vous parler du Big Bang, peut-être du Big Bounce, de gravité quantique, mais enfin, on n'est pas là pour ça. Et c'est, je crois, un mythe quand même un peu plus récent dont nous avons besoin. C'est un mythe de la vie, de ses origines, bien sûr, mais surtout de son sens et de son devenir. Et je crois que nous serions légitimes à inventer un mythe un peu plus modeste, un peu plus humble, un peu moins totégorique. Et j'aimerais que le héros ne soit plus un homme arrogant et malicieux, comme Ulysse, un homme puissant et fier, comme Achille, un homme arrogant, stupide, comme Agamemnon et ses reîtres. J'aimerais que le héros soit un hybride, une femme peut-être, une femme animale, plus aimante, plus étrange, plus dans une dynamique consistante à assumer son caractère de chimère. Nous avons une ontologie à inventer. Ce sont les profondeurs de l'être qui doivent être questionnées et j'espère que nous sommes maintenant convaincus que la question dépasse infiniment celle des émissions de CO2. Huitièmement, il y a une dimension philosophique. Bon, vous savez, nous sommes les héritiers d'une longue et belle, très belle tradition, vraisemblablement née pour la culture occidentale en Grèce ancienne. Et ce geste socratique, cette rupture platonicienne, a fait émerger des couples d'opposition binaires entre hommes et femmes, entre présence et absence, entre vérité et mensonge, entre terre et ciel, entre croyance et savoir. Bon, de Derrida à Foucault, de Nietzsche à Héraclite, pour être tout à fait anachronique, nombreux sont ceux qui ont questionné cette binarité, qui l'ont remise en cause. Et il faut, je crois, continuer et poursuivre ce geste. En particulier parce que l'opposition entre nature et culture est dramatique, parce que l'opposition entre humain et animal est infondée. Nous sommes des animaux. La question n'est pas de savoir si nous avons envie de l'entendre. La question est simplement d'en tirer les conséquences. Pouvons-nous continuer à décimer nos semblables comme nous le faisons aujourd'hui, sachant qu'ils souffrent, qu'ils désirent, qu'ils imaginent, qu'ils angoissent, comme nous? Et d'ailleurs, est-il vraiment nécessaire de savoir qu'ils sont comme nous pour commencer à les aimer et à les respecter? Quand on voit à quel point, parmi les humains, d'infimes différences culturelles suffisent à générer des crispations, pour ne pas dire des colères ou des haines, il est vrai que la tâche est immense, mais c'est aujourd'hui ou jamais qu'il faut s'y adonner. Alors moi, je crois que ce qui compte, ce n'est pas la vie.
On s'en fiche de la vie. Ce qui compte, ce sont les vivants. Excusez-moi, c'est une bouteille en verre, super. Alors, est-ce que c'est juste pour moi, et est-ce que la semaine prochaine, elle sera à nouveau en plastique? Il n'y a pas d'effondrement heureux quand on parle d'individus. Moi, ça m'agace un peu de voir les gens sur Facebook qui font les intellectuels comme ça en disant « Oui, bah, de toute façon, il faut bien mourir. La fin viendra un jour. » Non mais attendez, on n'est pas en train de parler d'un truc théorique là. Le type qui me dit « il faut bien mourir », il est en train de me dire « tes enfants vont crever ». Non, ça je ne suis pas d'accord moi. C'est pas théorique là. On parle de nos amis, on parle de nos enfants, on parle de nos animaux, on parle de gens qu'on connaît, qui vont en souffrir, qui vont peut-être en mourir. Je ne crois pas qu'on puisse imaginer un effondrement radieux. Neuvièmement, il y a une dimension historique. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve quand même que c'est un peu facile et un peu agaçant de découvrir aujourd'hui l'Afrique parce qu'on s'apitoie sur les girafes qui meurent. Alors, effectivement, les girafes meurent, et effectivement, c'est dramatique que les girafes meurent. Mais enfin, je crois qu'on ne peut pas ne pas voir la continuité de cette extermination avec le geste colonial. Et je ne parle pas du temps de nos arrière-arrière-grands-parents, soyons bien clairs. Je parle d'aujourd'hui. Je parle des innombrables morts que j'évoquais en introduction et qui sont la conséquence du néocolonialisme occidental depuis la Seconde Guerre mondiale. L'incapacité structurelle de l'Occident à douter de son modèle est proprement sidérante. La destruction de l'essentiel des autres cultures ne lui a pas suffi. Il est maintenant face à son suicide. N'oublions pas qu'Occident, étymologiquement, ça signifie le lieu de la chute. Dixièmement, il y a une dimension sémiotique, parce que ça se joue toujours à un certain niveau du point de vue des signes. Vous avez remarqué, c'est assez drôle, parce que quand les anti-écologistes, qui sont généralement aussi réactionnaires et autoproclamés de façon indue pro-science, alors qu'ils dénient d'ailleurs toutes les conclusions de la biologie, de la climatologie et de la physique, eh bien, ceux-là même, donc, se croient assez régulièrement être un peu nietzschéens, un peu dionysiaques. Ils se croient subversifs. C'est fou. Il n'y a rien, mais alors vraiment rien de subversif et moins encore de transgressif aujourd'hui à continuer à se comporter en homme-dieu, moqueur et arrogant. Il s'agit ici, au contraire, je crois, dans leur attitude, de la très exacte continuité de la pensée dominante, de la doxa, c'est une surenchère affirmatrice. Alors, soyez réac si vous voulez, mais n'ayez quand même pas en plus l'impression d'être innovant, subversif et transgressif. Ça fait quand même un peu beaucoup. Alors, onzièmement, il y a la dimension technique. Bon, ça aussi c'est compliqué, comme la démographie. Évidemment que des améliorations techniques, ponctuellement, peuvent être bienvenues. On est d'accord, c'est dit, et ça ne fait aucun doute. Mais il convient quand même d'être très prudent, parce que la solution technique n'existe pas. Pourquoi ? D'abord parce que rien ne laisse aujourd'hui rationnellement présager qu'une telle solution soit en train d'être élaborée sur Terre. On ne guérit pas de l'alcoolisme, à ma connaissance, en augmentant les doses. C'est aujourd'hui la surtechnologie qui est une des causes de l'effondrement, et je ne vois pas comment elle pourrait en être la délivrance. On a le droit de croire au miracle, on a le droit de croire au Père Noël, on a le droit de déployer une pensée magique, mais il faut l'assumer comme tel. Et en plus, le miracle technologique, qui n'arrivera pas, serait nécessairement triste. Parce que je vous rappelle quand même qu'on a déjà perdu 60% des populations d'animaux sauvages. Donc, quoi qu'il arrive dans 50 ans, tant de dégâts auront déjà été faits que ça serait quand même bien le plus pauvre et le plus terne des miracles qui furent jamais. Bon, au-delà de ces considérations un peu conceptuelles, je crois qu'il faut faire très attention aux effets rebonds. Imaginez qu'on invente demain une énergie gratuite et non polluante. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Sincèrement, je ne crois pas. Je crois que ça serait dramatique.
en une décennie, c'est sûr. La Terre est couverte de routes, de chemins de fer, on va tous à l'autre bout du monde tous les 2 jours, et pour le coup, c'est vraiment terminé de la vie sur Terre. Parce qu'en fait, dès qu'il y a un petit gain quelque part, à la fois économique et écologique, il y a immédiatement surutilisation de la technologie en question. Il ne faut surtout pas raisonner à usage constant. Nous ne vivons jamais à usage constant. Vous pouvez dire, mais regardez, en fait, les voitures actuelles sont beaucoup plus écolos que les voitures à vapeur d'il y a 100 ans. Mais oui, c'est vrai, à kilomètre constant. Sauf qu'en fait, on fait 10 000, 100 000 fois plus de kilomètres avec. Donc, c'est quand même faux. Il faut raisonner avec le principe de réalité qui fait que les effets rebonds surcompensent presque toujours les gains. Mais je crois que la question est encore plus profonde que ça. Imaginez, moi je ne crois pas du tout que ce soit possible, ça me paraît totalement délirant, mais pour l'exercice de pensée, imaginez qu'on parvienne à maintenir l'espérance de vie humaine à sa valeur actuelle, grâce à des inventions techniques, grâce à une super chirurgie, moi je ne sais pas, dans un monde qui sera effectivement comme il se dessine, c'est-à-dire où les parkings de supermarchés auront remplacé les forêts. La question est, est-ce le monde que nous voulons ? Est-ce le monde que nous voulons ? La technique peut éventuellement résoudre des pathologies, elle peut résoudre des problèmes ponctuels, mais elle ne peut pas répondre à la question « où voulons-nous habiter ?» Voilà. Et ça, c'est une question qui est fondamentalement éthique et politique. Bien. 12e, il y a une dimension taxinomique, c'est-à-dire liée à la classification. Je crois que c'est très important, ça. On parlait de liberté en introduction. Très bien, vive la liberté. On peut prononcer cette phrase, on est tous d'accord. Oui à la liberté de contester, de revendiquer, d'explorer, de manifester, de sauver, de migrer, de se vêtir à sa guise, de penser hors de l'ordre, parce que toutes ces libertés sont effectivement menacées aujourd'hui. Mais enfin, la liberté de polluer dans l'insouciance, de détruire la vie par plaisir, d'opprimer les minorités, de ne pas vacciner ses enfants, de porter à leur paroxysme des comportements souvent indolemment destructeurs. Ces libertés-là doivent-elles être défendues ? Sincèrement, j'en doute. On ne peut pas se contenter d'un pour ou contre la liberté, ça ne veut rien dire. Il faut spécifier les libertés dont on parle, il faut être subtil, sérieux et cohérent. Et c'est exactement la même question avec la violence. Ça m'agace, le mantra de la non-violence. Évidemment qu'on est tous contre la brutalité, personne n'a envie de se faire casser la gueule en sortant de l'amphi, moi non plus. En ce sens, on peut tous dire « vive la non-violence ». Oui, très bien, on sait, merci. Mais face à un système qui est ultra-violent, l'inaction est une ultra-violence. C'est un fait. Et d'ailleurs, personne ne contesterait le droit que nous aurions de casser la gueule à un criminel qui serait sur le point de commettre son crime. Nous serions même un héros pour l'avoir fait. Donc on ne peut pas contenter de se dire « la non-violence est une ligne qu'on ne peut pas franchir ». Je suis désolé, mais l'inaction face à la violence est une violence. Jean Genet distinguait la violence de la brutalité. Aujourd'hui, il faut combattre la brutalité systémique. Je ne sais pas comment. Sincèrement, je ne sais pas ce qui fonctionnera. Mais je crois que là encore, il faut être un peu sérieux. Casser la vitre d'une enseigne particulièrement prédatrice me semble moins violent que d'aller acheter ses produits dans cette enseigne si l'on sait qu'elle maltraite ses employés, qu'elle participe à la déforestation et au réchauffement climatique. Il faut que nous travaillions sur la hiérarchie des violences. Elle n'est pas donnée par Dieu. Nous construisons une hiérarchie des violences. Nous pouvons bien sûr ne pas être d'accord. Il y a débat. Je ne connais pas la bonne réponse. Mais en tout cas, la question mérite d'être posée. Et je suis sûr d'une chose. Aujourd'hui, la passivité est une grande violence. 13e, il faut penser du point de vue énergétique. Je vais faire exprès d'être très bref sur cette question, parce que d'habitude, quand on parle d'écologie, on ne parle que de ça. Donc, je ne vais quasiment pas en parler de la question énergétique. Parce que je crois qu'on fait une erreur considérable en se surfocalisant sur l'énergie. Bien sûr que c'est une question importante, et heureusement que des spécialistes s'y intéressent. Aucun doute là-dessus, ce n'est pas un détail, on est bien d'accord. Mais pourquoi je dis qu'on en parle presque trop ? Parce qu'on ne parle que de l'origine de l'énergie. Trouvons des énergies propres. Oui, très bien. Mais la vraie question, ce n'est pas seulement l'origine de l'énergie, c'est aussi l'utilisation de l'énergie.
Si vous rasez la forêt avec des bulldozers qui marchent à l'énergie solaire, vous avez quand même rasé la forêt. Et c'est quand même une catastrophe. Donc, ce n'est pas seulement de trouver des sources d'énergie qui émettent un peu moins de CO2, ce qui est très dur en réalité. Ce n'est pas seulement ça le problème. Le problème, c'est que fait-on de l'énergie? Et aujourd'hui, notre utilisation de l'énergie, indépendamment de son coût propre, est dévastatrice. Même si les avions n'émettaient pas un gramme de CO2, le tourisme serait catastrophique pour la vie sur Terre, du simple fait qu'un milliard de personnes vont s'amuser à peupler les espaces sauvages et donc à les rendre invivables pour leurs habitants naturels. 14e, il y a une dimension médiatique. Bon, je crois qu'il faut cesser d'édulcorer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains médias jouent le jeu, d'autres non. Les mots sont importants. Voilà. Ceux qui confèrent à la catastrophe actuelle un caractère presque doux, externe, magique, commettent une faute. Bon, les êtres vivants ne disparaissent pas. Vous avez déjà vu un canard, et puis pouf, plus de canard. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Non, ils meurent. Ils sont tués, ils agonisent, ils souffrent, ils ne disparaissent pas. Littéralement, c'est faux. Je crois qu'il faut cesser aussi de donner l'impression qu'il y a débat quand il n'y en a pas. Bon, ils nous ont assez gavés comme ça commence à suffire. L'idée n'est pas de museler quiconque. Chacun a le droit de s'exprimer, très bien, très bien. Chacun a le droit de s'exprimer. Mais enfin, on ne voit quand même pas très souvent à la télévision des débats sérieux à heure de grande écoute qui opposent quelqu'un qui croit que la Terre est ronde à quelqu'un qui croit que la Terre est plate. N'est-ce pas? Parce que les platistes, ils existent, ils sont fort sympathiques, je leur souhaite le meilleur, mais enfin, ils ont tort, et on le sait. Bon, alors pour les climato-sceptiques, je crois qu'il est temps d'en venir à la même ligne. Il faut re-hiérarchiser l'information. La fin du monde, c'est-à-dire de la biodiversité, de la beauté, ce n'est pas une information annexe. En pleine guerre, on n'évoque pas la guerre à la fin du journal. Il va falloir vraiment qu'on remette à sa juste place ce qui aujourd'hui a pour nous un caractère existentiel. Et il va falloir aussi qu'on pense aux petits détails. Par exemple, quand le journaliste ou la journaliste explique que ce mois-ci, la croissance a augmenté de 0,1 point, sur quel ton le dit-elle? Écoutez la radio. Vous verrez, c'est toujours entendu comme une bonne nouvelle. Ben, moi, j'entends, on est en train de foncer vers le précipice de plus en plus vite. Non, c'est pas très drôle, en réalité. Donc, tout ça, il faut le travailler maintenant. Je crois, et je me rapproche, rassurez-vous, de la conclusion, qu'il y a une dimension poétique. Et oui, parce que le poète, peut-être a toujours raison, comme disaient Aragon et Jean Ferrat, mais surtout parce que le poète est celui qui est tout à la fois, dirais-je, infiniment soumis au diktat de la langue, et, dans le même geste, parce qu'il sait qu'il peut réinventer la grammaire, la sémantique, la syntaxe à chaque vers, parce qu'il est en droit et presque en devoir de le faire. Le poétique s'invite dans le jeu, non pas au titre de décorum ou de raffinement, mais en tant qu'élément, me semble-t-il, essentiel aujourd'hui. Sans redéfinition des possibles, les évolutions demeureront dérisoires. Les violences, les plus insidieuses et les plus graves, me semblent être toujours celles qui n'ont pas encore été identifiées comme telles. Il faut être poète pour penser hors de l'ordre et pour déceler l'arbitraire de ce qu'une tradition pluriséculaire nous a nécessairement fait apparaître comme inéluctable. Je vais me rapprocher de ma conclusion. Je discutais avec un géologue il y a peu de temps et on se demandait quelle trace, quelle empreinte les êtres humains laisseraient sur Terre sur des échelles de temps géologiques. Donc, disons, typiquement 100 millions d'années. Dans 100 millions d'années, tous nos artefacts auront disparu. Les cathédrales, les centrales nucléaires, les livres, les barrages, les églises, il ne restera rien. 100 millions d'années, rien. Bon, bah donc finalement, un scorpion géologue, dans 100 millions d'années, ne pourra donc pas savoir que l'humanité a existé. C'est faux. Vraisemblablement, il y a une manière et une seule de par laquelle nous léguons une preuve de notre existence. C'est parce que dans les fossiles, on pourra voir un affaissement drastique, quasi instantané, de presque toutes les formes de vie sur Terre, sans cause géologique et sans cause
météoritique. Ce n'était jamais arrivé. Voilà comment l'homme restera dans l'histoire avec un grand H. Alors je crois qu'il est temps de proposer ce que je nomme un peu trop pompeusement, il faut vraiment que j'arrête avec ce mot, un activisme fractal. Je veux dire par là simplement que toutes les voies sont bonnes, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de choisir. Certains vont rejoindre Extinction Rébellion, d'autres en France vont soutenir la Convention citoyenne, certains vont plaider pour la Révolution, d'autres vont écrire des petits textes, certains vont travailler à l'échelle locale, d'autres à l'échelle globale. Je crois que nous n'avons pas à choisir, il faut vraiment que l'activisme se déploie à toutes les échelles. Et en particulier, il ne faut pas non plus opposer ceux qui travaillent les concepts et ceux qui travaillent une certaine concrétude dans les solutions envisagées. Face aux crises majeures, je trouve que très souvent, ceux qui ont l'habitude des luttes sociales pensent en termes de rapport de force. Ils ont souvent raison. Mais si cette analyse est juste, je crois qu'elle est insuffisante. Je ne pense pas qu'il faille uniquement voir les choses sous les traits d'un rapport de force qui devrait se retourner. Parce que si c'est correct de le dire, ce n'est pas le seul levier. Et je crois que c'est un peu comme ce qui advient quand on évoque l'évolution darwinienne. Vous savez, ceux qui les connaissent mal considèrent que l'évolution darwinienne, c'est la compétition, le carnage et le meilleur gagne. Mais ce n'est pas vrai. En fait, l'aspect collaboratif et commensaliste est fondamental dans l'émergence des espèces qui survivront. Et je crois que c'est aujourd'hui aussi ce type de pensée qui doit nous guider face à la catastrophe écologique. Alors, je n'ai jamais été moi-même très catastrophiste, d'une façon générale, mais je trouve qu'un détail ne trompe pas. Ces derniers temps, la classe politique dominante a cessé de faire semblant. Ils n'ont même plus besoin de faire semblant. Les gestes les plus brutaux, les plus inégalitaires, ont été présentés comme des mesures d'apaisement et de justice. Plus personne n'y croit et on s'en fiche. Ça, c'est très, très mauvais signe. Je crois que quand les mots perdent leur sens à ce niveau d'imposture, c'est que quelque chose de vraiment grave est en train de se passer. Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, l'espoir, c'est cette idée de Jean Genet que la brutalité se perde en se détruisant elle-même. Merci.